Bonsoir tout le monde. J'espère sincèrement que vous vous portez bien, parce que ce ne sera peut-être plus le cas après cette vidéo. Alors, bonne écoute. Tu penses que l'exorciste est l'histoire la plus flippante de possession? Eh bien, détrompe-toi. Je vais te prouver le contraire dans cette vidéo. Ces cas réels sont si terrifiants qu'ils en ont été complètement oubliés, volontairement ou pas. Des cas tordus, des voix inhumaines et des phénomènes impossibles à expliquer. Oseras-tu rester jusqu'au bout de cette vidéo? C'est ce que nous allons voir. Le cas de Gottliebine Dittus, la jeune femme hantée par des ombres invisibles. Notre première histoire se déroule en 1842, dans le petit village paisible de Mottlingen, en Allemagne. Gottliebine Dittus est une femme âgée de 28 ans, pieuse et assez réservée. Depuis plusieurs mois, elle vit seule, dans la maison de ses parents décédés. Il s'agit d'une vieille bâtisse, aux murs en pierre, un peu isolée du reste du village, et entourée d'arbres aux branches tordues. Un lieu en apparence banal, jusqu'à ce que l'horreur commence. Tout commence par l'apparition de phénomènes étranges. D'abord, des bruits de pas dans la nuit, des grincements, comme si quelqu'un marchait lentement sur le parquet abîmé de la maison. Pourtant, elle y est seule. Puis, viennent des coups dans les murs. Au début, elle tente de rester lucide. Elle pense alors que c'est le bois qui travaille, ou peut-être le vent. Mais les coups s'intensifient. Chaque nuit, ils deviennent plus forts, plus insistants, plus intelligents, comme s'ils répondaient lorsqu'elle frappait à son tour. Puis un soir, alors qu'elle s'apprêtait à souffler une bougie, une sensation glaciale lui traverse l'échine. Elle n'est pas seule. Elle voit alors la flamme de sa bougie vaciller, comme si quelqu'un soufflait dessus, alors que pourtant, il n'y avait personne, et pas de vent. La présence s'est alors intensifiée. Elle se sentait observée, mal à l'aise. Brusquement, elle décide de se retourner. Elle aperçoit alors une silhouette sombre, immobile, l'observant depuis le couloir. Puis, en un battement de cils, plus rien. Les nuits deviennent alors un cauchemar éveillé. Gottliebine commence à parler toute seule, en dormant, dans une langue qui lui est étrangère. Sa voix change, devient rauque, plus masculine, plus froide. Elle tombe alors malade, sans que les médecins n'aient aucune explication à son sujet. Elle arrête alors de s'alimenter, mais au lieu de s'affaiblir, elle reste étonnamment en pleine forme, voire même plus énergique que jamais. Les villageois commencent à parler. Ils disent alors qu'elle est ensorcelée. D'autres murmurent que c'est le diable en personne qui l'a prise pour épouse. Mais le pire est encore à venir. Une nuit, une voisine venue lui rendre visite pousse alors un hurlement de terreur. Gottliebine est assise sur son lit, les yeux noirs comme le charbon, son sourire tordu en un rictus inhumain. Puis elle commence à vomir, des épingles rouillées, des clous, des morceaux de verre. Tout ça n'a absolument aucun sens, et la voisine s'enfuit sans rien demander de plus. Un pasteur est alerté par les rumeurs, Johann Christoph Blumart, et décide alors d'intervenir. Dès qu'il entre dans la maison, il sent que l'air devient lourd, l'ambiance pesante, comme si une force invisible écrasait les lieux. Il tente alors de prier, mais à chaque mot prononcé, Gottliebine se tord de douleur, puis finit par pousser des ricanements sinistres, comme si elle était satisfaite de souffrir. Puis, elle prononce ces mots d'une voix gutturale et presque moqueuse. « Elle est à nous. Tu ne peux rien contre nous. » Les objets commencent à trembler. Les murs résonnent de bruits sourds et une odeur de soufre pestilentiel envahit la pièce. Lorsque le pasteur pose sa main sur son front, elle est projetée en arrière par une force invisible et va s'écraser contre le mur, hurlant comme un animal blessé. Pendant 2 longues années, le pasteur s'évertue à lutter contre cette présence maléfique, revenant chaque fois et restant auprès de la jeune femme, veillant sur elle du mieux qu'il pouvait. Chaque nuit, des ombres apparaissent dans la maison. Parfois, le corps de Gottliebine se soulève de quelques centimètres avant de retomber brusquement sur le lit. Puis, un soir, au terme d'une ultime prière, un hurlement inhumain résonne, suivi d'un silence absolu. L'odeur de soufre disparaît, les murs cessent de vibrer. Elle est enfin libre, mais lorsqu'elle réouvre les yeux,
Elle murmure alors d'une voix faible. Ils ne sont pas partis. Ils attendent. Après cet épisode, elle ne reparlera jamais de ce qu'elle a vécu. Mais certains témoins affirment que jusqu'à sa mort, son ombre semblait bouger toute seule, et qu'elle était parfois prise d'accès de folie, vomissant des clous rouillés sans le dire à personne. Et gardait le secret, se mentant à elle-même, en espérant que ces entités la laisseraient finalement tranquille. L'exorcisme de Clara Germana Cele. L'histoire se déroule cette fois-ci en 1906, en Afrique du Sud, dans un couvent catholique isolé. Clara Germana Cele est une jeune fille âgée de 16 ans. Orpheline, elle a grandi sous l'aile des sœurs. Elle a été recueillie très jeune et a toujours montré une très grande piété. Mais un soir, tout bascule. L'une des religieuses raconte que, sans raison apparente, Clara s'est enfermée dans sa chambre des heures durant. Et quand elle a fini par en ressortir, son regard avait totalement changé. Il était froid, vide. Elle semblait regarder au-delà du monde visible. Personne ne sait pourquoi, mais il était soupçonné que ce jour-là, elle avait fait quelque chose d'impardonnable. Elle aurait alors murmuré une prière interdite. Elle aurait invoqué le diable. Les jours passent et Clara ne cesse de changer. Elle devient imprévisible, tantôt douce et silencieuse, comme auparavant, tantôt prise d'accès de rage extrêmement violente. Elle insulte alors les religieuses avec une voix qui ne semble plus être la sienne. Elle devine des secrets que personne n'a jamais évoqués à voix haute. Puis finissent par venir les manifestations physiques. La nuit, on entend des grattements sous son lit. Plusieurs des sœurs prétendent l'avoir vu léviter à 1 mètre du sol, son corps tordu en arrière avec un sourire mauvais sur le visage. Mais ce qui les terrifie le plus, c'est sa voix. Elle peut parler plusieurs langues qu'elle n'a jamais apprises. Latin, allemand, polonais, français, et surtout, elle peut parler en plusieurs voix à la fois, comme si des dizaines de personnes prononçaient les mêmes mots au même moment. Une nuit, alors que les sœurs prient dans la chapelle, Clara entre, sans faire un mot. Ses pieds nus avancent lentement sur les dalles froides. Puis, elle fixe la statue du Christ. Sans prévenir, elle pousse alors un hurlement qui glace le sang. Et tous les cierges s'éteignent d'un coup. Alors que les religieuses accourent vers elle, elle éclate de rire. Un rire inhumain qui résonne alors dans toute l'église. Il n'est pas là, il ne vous entend pas. Elle attrape l'une des sœurs par la gorge et la soulève à une main, comme si elle ne pesait rien du tout. Les autres tentent de la faire lâcher, mais Clara possède une force surhumaine. Il faudra alors 4 adultes pour parvenir enfin à la maîtriser. C'est ce soir-là que les sœurs ont alors compris. Clara n'était plus Clara. Elle était possédée. Le père Erasmus est alors appelé, et dès son entrée dans la chambre, Clara hurle comme si elle était brûlée vive. « Pars d'ici, prêtre, elle est à moi !» Les murs se mettent à trembler, et l'odeur devient alors irrespirable dans la chambre. Un mélange de chair en décomposition, de soufre, l'odeur de la mort. Comme pour l'exorcisme précédent, le prêtre pose alors sa main sur le front de Clara. Et cette fois-ci, elle se met à convulser de manière extrêmement violente. Elle crache alors un liquide noir et visqueux. Puis elle se met à parler d'une voix caverneuse. « Je suis ici depuis le début des temps, et je serai encore là lorsque vous serez poussière. » L'exorcisme dura alors 2 jours et 2 nuits. Clara hurle, insulte, se débat et se tord comme un serpent. Son corps lévite par moments avant de retomber sur le lit brusquement. Mais le prêtre insiste et ne faiblit pas. À l'aube du 3e jour, un cri monstrueux emplit toute la pièce, puis le silence. Clara retombe sur son lit, inconsciente, vidée de toute son énergie. Elle rouvre les yeux et se met alors à pleurer. Ça y est, il est parti. Mais certains disent que malgré son exorcisme, elle a continué à parler dans des langues étrangères dans son sommeil, continué à avoir des comportements étranges par moments, comme si quelque chose l'attendait encore, dans l'ombre. Pour cette 3e histoire, nous sommes en 1928, aux États-Unis. Anna Eklund est une jeune femme de 25 ans.
C'est une catholique dévouée qui vit avec son père et sa tante dans une ferme isolée. Au départ, rien ne la distingue des autres jeunes femmes de son âge. Mais un mal étrange commence à la ronger. D'abord des étourdissements, puis des maux de tête, assez violents. Elle devient au fil du temps de plus en plus silencieuse et commence à refuser de s'approcher de l'église. Peu à peu, son comportement change. Elle se renferme sur elle-même et ses yeux semblent devenir vides, comme si une ombre l'avait envahie. Elle commence à entendre des voix, des murmures venus de nulle part, et à voir des formes indistinctes bouger autour d'elle. Elle commence à se rendre compte qu'elle perd le contrôle lorsque des objets se mettent à bouger autour d'elle. Sa tante, très inquiète, la conduit chez un prêtre local. Le prêtre qui l'examine, le père Théodore, sent immédiatement qu'Anna n'est pas malade. Ce qu'il perçoit alors, c'est l'influence d'un esprit maléfique, quelque chose d'ancien et de puissant qui l'envahit peu à peu. En discutant avec Anna, il se rend compte qu'elle a été victime de satanisme étant plus jeune. Lors de rites occultes, elle aurait été initiée à des pratiques interdites. C'est à ce moment-là que les forces maléfiques l'ont marquée. Lorsque le prêtre tente de prier pour elle, Anna réagit violemment. Elle se met à hurler dans une langue archaïque, et des voix multiples se font entendre en elle, parlant tour à tour et se moquant du prêtre. Le pape ordonne alors qu'un exorcisme soit réalisé, mais ce n'est qu'à l'arrivée des prêtres qu'Anna va révéler l'ampleur de sa possession. La scène de l'exorcisme se déroule dans une pièce sombre, avec des prières et des litanies qui résonnent à chaque instant. Mais Anna ne semble pas se laisser faire. Elle hurle, se débat, et son corps se tord et se déforme. Sous l'effet de l'entité, la possession prend une tournure encore plus terrifiante. Alors qu'elle est maintenue par plusieurs hommes, Anna commence à vomir d'énormes serpents qui s'enroulent autour d'elle, de ses bras, de ses jambes et de son cou. Ils sortent de sa bouche l'un après l'autre et se jettent partout dans la pièce. Les prêtres n'ont jamais vu ça. Choqués, mais déterminés, ils luttent contre le mal. Les serpents semblent se multiplier et sortir sans fin, chacun plus grand et plus effrayant que le précédent. Anna est prise de cette violente agression et continue de cracher sans cesse. Serpents, vers, et même des créatures étranges innommables. Selon les prêtres, ce n'était pas un vomissement ordinaire. C'était comme si elle accouchait des ténèbres. Les prêtres, épuisés mais persévérants, récitent alors les prières les plus puissantes qu'ils connaissent. Et ils finissent par avoir raison de l'ombre qui la tourmente. Au bout de 3 longs jours, interminables même je dirais, l'exorcisme prend fin. Anna est finalement libérée. Son corps est épuisé. Son visage est marqué par les signes de lutte intensive et de fatigue. La paix semble alors revenir. Mais Anna a été profondément changée par cette expérience. Bien qu'elle ait retrouvé sa tranquillité, des blessures profondes subsistent. Elle est tourmentée par des visions, des rêves et des souvenirs de l'entité qui l'a possédée. Elle vivra encore quelques années après cette épreuve, mais sa vie ne sera plus jamais la même. Elle se retirera alors dans un couvent, où elle mènera une existence plus calme et fera vœu de silence, sans jamais oublier ce qu'elle a vécu. Pour cette 4e histoire, nous nous retrouvons en France. Nous sommes en 1598, dans le petit village de Loudun, au cœur de la France. Martha Brossier est une jeune femme de 20 ans. Elle vit avec sa famille dans une maison modeste. Tout semble paisible au début, mais quelque chose de sinistre s'annonce. Comme pour toutes les précédentes, comme si c'était un hasard, il s'agit d'une catholique dévouée, et à première vue, rien ne la distingue non plus des autres villageois. Mais un mal étrange commence à se répandre en elle. Elle se plaint alors de fortes douleurs dans l'abdomen, de maux de tête insupportables, et elle a même parfois l'impression d'être brûlée, comme si elle venait d'être posée sur un bûcher flamboyant. Une nuit, alors qu'elle dort paisiblement, un bruit sourd résonne dans sa chambre. À son réveil, elle ressent qu'une force invisible essaie de l'envahir. Elle perd alors progressivement le contrôle de son corps et, à son grand effroi, commence à avoir des convulsions. Les villageois, inquiets, pensent d'abord qu'elle est malade. Mais les choses prennent une autre tournure lorsque ses parents commencent à entendre des voix inconnues sortir de la bouche de leur fille, des cris et des murmures menaçants et moqueurs. Tout s'accélère et les événements deviennent rapidement incontrôlables. Les convulsions se transforment en comportements terrifiants.
Elle se met à cracher des objets, des pierres, des morceaux de bois, et à se tordre de manière inhumaine, à se rouler par terre en hurlant. Ce qui terrifie le plus son entourage, c'est que ses yeux semblent être recouverts d'une brume noire, comme si l'âme de la jeune femme était submergée par une entité maléfique, et que ses yeux s'étaient alors couverts d'un voile. Les prêtres locaux sont appelés à enquêter. Après plusieurs prières et tentatives de guérison, ils concluent que Martha est possédée par un démon extrêmement puissant. Le pape de l'époque ordonne qu'un exorcisme soit pratiqué. Mais alors que ce dernier commence, un détail étrange apparaît. Martha, dans ses accès de possession, commence à prédire l'avenir. Elle déclare des événements futurs avec une précision effrayante. Dans 3 jours, la pluie tombera et les récoltes seront toutes perdues. Le prêtre de Loudun va tomber gravement malade. Un grand malheur frappera votre famille si vous ne changez pas de voie. Les prédictions se réalisent toutes avec une précision déconcertante. Les villageois et les prêtres commencent à se demander si ce n'est pas un démon maléfique qui donne à Martha ses dons prophétiques, ou si cette puissance surnaturelle est plutôt là pour les guider. Certains croient même que le démon a pris possession du corps de Martha afin de manipuler l'avenir et avertir les habitants des dangers imminents. Mais d'autres croient que ces prédictions sont des preuves de l'existence de quelque chose de spirituel et de bien plus puissant que chacun d'entre nous. L'ultime exorcisme dura plusieurs semaines, avec des prêtres se relayant jour et nuit. Pendant cette période, les accès de possession deviennent de plus en plus violents. Martha, toujours en proie à une force invisible, continue à émettre des prophéties effrayantes, prédire des malheurs et parfois même donner des informations sur des événements lointains ou des secrets cachés. Elle a des visions dérangeantes et effrayantes. À plusieurs reprises, elle parle de grands événements historiques. À plusieurs reprises, elle parle de grands événements historiques à venir. Des guerres, des disparitions mystérieuses, des changements dans la société. Les prêtres, inquiets et désemparés, ne savent pas comment l'arrêter. Puis, après des jours et des jours d'exorcisme, la possession de Martha semble enfin commencer à se dissiper. Sa voix, si grave et menaçante, devient plus douce. Ses gestes, autrefois violents, se calment. Il semble que le démon qui l'habitait ait enfin été chassé. Les villageois respirent enfin. Ils arrêtent enfin de retenir leur souffle. Mais Martha ne sera plus jamais la même. Après son exorcisme, elle choisira de vivre une vie plutôt retirée, loin de l'agitation. Et ses dons prophétiques la quittent. Restons en France pour cette dernière histoire. Nous sommes alors en 1972, dans une petite maison en pierre, dans un lieu reculé. Hélène Charpentier, une jeune femme de 23 ans, y passait des vacances d'été avec son fiancé, Pierre. Ils avaient décidé de fuir la ville et ses bruits incessants pour se retrouver dans un cadre paisible. Mais dès leur arrivée, un malaise étrange s'installa dans la maison, s'installa dans l'air. La maison, bien que belle, semblait abîmée par le temps, comme si elle avait été laissée à l'abandon pendant trop longtemps. Hélène avait souvent entendu des rumeurs sur cette maison. On disait qu'elle était bâtie sur un ancien cimetière, mauvaise idée, et que ceux qui y séjournaient ressentaient parfois une présence invisible dans l'air. Mais elle n'y prêta pas plus attention que ça, pensant qu'il s'agissait simplement de légendes. Le premier soir, en allant se coucher, Hélène ressentit une sensation de froid glacial lui passer dans le dos. Mais elle ne s'en inquiéta pas plus que ça, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un courant d'air. Au milieu de la nuit, Hélène se réveilla en sursaut, comme si quelqu'un venait de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Puis, elle l'entendit à nouveau. Quelqu'un murmurait son nom. D'abord, tout doucement, puis de plus en plus fort. C'était une voix gutturale qui semblait venir de sous le plancher, comme un écho lointain d'un autre monde. Pierre, à ses côtés, dormait profondément. Hélène n'osa pas le réveiller, mais le murmure était si clair, si précis, qu'elle se dirigea vers la source du bruit, son cœur battant la chamade. C'est alors qu'elle se rendit compte que la porte du grenier, qu'ils avaient soigneusement fermée à leur arrivée, était grande ouverte. Elle hésita un instant, mais une étrange force la poussa à monter les escaliers. À chaque marche, la voix se faisait entendre, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle arrive dans le grenier, un espace sombre et poussiéreux. Là, dans l'ombre, elle aperçut un miroir antique posé contre un mur décrépit. Hélène s'approcha du miroir.
à la fois fascinée et terrorisée. Alors qu'elle se penchait pour l'examiner de plus près, une image floue se forma à l'intérieur. Un visage qu'elle n'avait absolument jamais vu auparavant. Ce n'était pas le sien. Il s'agissait d'un visage déformé, avec des yeux noirs et profonds, qui semblaient la fixer avec une intensité terrifiante. Soudain, la voix se fit entendre, cette fois-ci, à l'intérieur de sa tête. « Laisse-moi sortir! Je suis prisonnière !» Paniquée, Hélène recula. Mais avant qu'elle ne puisse se retourner pour s'enfuir, un épais brouillard envahit la pièce, l'empêchant de voir où elle allait. Elle se retrouva paralysée. Ses muscles étaient comme figés dans le marbre. Une sensation de froid glacial envahit tout son corps, des pieds à la tête. La voix dans sa tête devint plus forte, plus pressante, et elle ressentit une force invisible pénétrer en elle et l'envahir, comme si son corps n'était plus le sien. Elle cria sans qu'aucun son ne puisse sortir de sa bouche. Elle vit alors son reflet dans le miroir. Ses yeux passant du bleu clair au noir profond, son corps se tordant sous l'effet de cette force incontrôlable. Dans son esprit, une autre âme, étrangère, hurlait, cherchant à s'installer définitivement dans son corps. Hélène perdait peu à peu le contrôle de ses mouvements. Pierre, réveillé par les bruits venant du grenier, se précipita pour monter les escaliers. En entrant dans la pièce, il vit Hélène, tremblante, les yeux écarquillés, sa bouche bougeant sans qu'aucun son n'en sorte. Puis, un sourire étrange et malveillant se forma sur son visage. Ce n'était pas le sourire d'Hélène, c'était celui de l'entité, une âme malveillante qui venait de prendre possession de son corps. Pierre, horrifié, tenta de l'attraper et de la secouer, mais il se fit projeter violemment contre le mur. Il se releva et courut chercher de l'aide. Mais lorsque les voisins arrivèrent avec le prêtre, il était déjà trop tard. L'entité avait pris un contrôle total du corps d'Hélène. Elle n'était alors plus qu'un spectateur, coincé dans son propre esprit. Le prêtre tenta un exorcisme, mais chaque incantation, chaque prière semblait repousser l'esprit de l'entité, la forçant à se cacher dans les recoins les plus sombres de l'âme d'Hélène. Elle devenait alors de plus en plus violente, ses yeux de plus en plus noirs. Elle pouvait alors prédire l'avenir, ou parler d'un passé et d'une époque, maintenant révolue, comme si elle l'avait vécu. Finalement, après plusieurs jours de lutte acharnée, l'entité fut finalement expulsée par un acte de foi. Hélène, épuisée, retrouva enfin possession de son corps. Mais son esprit resta marqué à jamais par cette expérience terrifiante. Elle vivait désormais avec la peur que l'entité puisse revenir à nouveau. La maison, quant à elle, resta abandonnée. Elle n'eut plus jamais d'autres locataires, même de manière saisonnière. Pour les plus courageux qui s'aventuraient au plus près de la bâtisse, ils disaient entendre des voix chuchoter, des murmures indistincts à travers les fenêtres, comme des âmes perdues, cherchant à s'échapper. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces histoires? Quelle a été celle qui vous a fait le plus peur? Moi, j'hésite un peu. Mais quoi qu'il en soit, je fais un peu un rapport entre toutes ces histoires en me disant que, à chaque fois, il s'agit de femmes relativement jeunes. Et ça m'inquiète. Parce qu'en tant que femme, je me dis pourquoi nous? On n'a pas déjà assez de choses comme ça? Dites-moi si vous connaissez des histoires de possession d'hommes, il faudrait peut-être que j'en cherche, voir s'il en existe. Mais il y a quand même plusieurs corrélations, des choses, des gens qui vomissent, des choses un peu dégueu, ça. Des gens qui se font projeter, ça tourne un peu autour des mêmes choses, des mêmes faits, qui se répètent au travers du temps. Enfin bref. Dites-moi dans la section commentaires laquelle est votre préférée. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, mettez-moi un petit like, ça me permet de savoir ce qui vous plaît le plus. Abonnez-vous si jamais c'est pas encore le cas. Je vais essayer de vous poster un thread d'horreur comme ça au moins une fois par mois. J'essaye de me tenir à une vidéo par semaine minimum. Si je peux, j'en fais 2. Si je peux pas, j'en fais qu'une. Mais tous les lundis, vous avez votre vidéo. Ça dépend. Soit je la poste à 6h, soit je la poste à 6h du matin, soit je la poste à 6h du soir, soit si j'ai pas eu le temps, je la poste dans la soirée. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Abonnez-vous, le petit like, le petit commentaire. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine, en espérant que vous dormirez bien cette nuit. Ciao! Miniature is done, I think. Oh! Attendez!
J'ai pas mis ça. Comment je fais si je mets pas ça? Ça va pas le faire. On va mettre ça. Ah. Du. Pump it up. You got to pump it up. Ah, great. Comment je fais? Comment je fais? Parce que je mettais ça là-bas. Mais si je mets ça là-bas, en fait, moi, ça me fait mal aux yeux. Si je m'avance. Je me suis éblouie. Très désagréable. Fort désagréable. Il y a Raja qui regarde à dire qu'est-ce que c'est? Ça fait du bruit, de la lumière. Ça fait de la lumière, ma Raja. La lumière. On dirait que je suis... Oh, bénie par la grâce des dieux. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo, je dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Attendez, parce que là il y a trop de lumière. Autant tout à l'heure il n'y en avait pas assez, du coup j'ai mis un éclairage, mais en fait là il y en a trop. Je reviens. Qu'est-ce qu'on en dit là? Ouf, là c'est très très noir. Attendez, hop, on va faire un entre-deux. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. J'aime bien. Par contre j'ai déjà plus de batterie. Bah oui, si je regarde pas à combien est ma batterie avant de la mettre dans l'appareil. Heureusement que je remarque que ça tourne pas. Dans le petit village de Motling. Depuis quelques mois, elle vit seule dans la maison de ses... Gottliebin se tord de douleur. Gottliebin se tord de lutte. Comme si elle était satisfaite de souffrir. Pardon. C'est pour ça que j'ai les yeux qui font ça. On dirait que je vais éternuer, mais en fait j'ai mal aux yeux. Mais pourquoi j'ai mal aux yeux comme ça? Et à distinguer des formes indistinctes. Distinguer des formes indistinctes. Non. On dirait que j'ai des tout petits yeux en fait. J'ai pas l'habitude de pas avoir de maquillage des yeux. Parce que là j'ai juste mis un mascara rapide parce que j'étais pressée pour aller à mon truc tout à l'heure. Et en fait je me suis dit je vais quand même mettre un petit rouge à lèvres histoire de... Mais j'ai pas l'habitude de me voir pas maquillée. J'ai l'impression que mes yeux ils sont tout petits. Bref, reprenons. À son réveil. Oh, je m'étouffe. Les voisins qui crient. Ça m'énerve. Ils sont obligés de rester dehors à gueuler. Quand c'est pas l'un, c'est les autres. Mais barrez-vous, nom de Dieu. Ils avaient décidé de fuir la vie, vivre. Ils avaient décidé de fuir dans un calme, dans un... Ah, j'ai du mal, hein. Finito pipo. Oh là 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 là. Je suis épuisée, j'ai mal au dos, je ne peux plus et j'arrête pas de bégayer en plus. Ça va être coton pour la monter celle-là. Coton. Quelle heure est-il? Déjà. Écoutez, je vous laisse. Amusez-vous bien. Salut.